Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Horror Arkham, le JCE. On continue la série de vidéos sur les archétypes, développés voire créés par la boîte investigateur du dernier cycle. Aujourd'hui, troisième vidéo consacrée aux truands. Pardon, je bug. Aujourd'hui donc, l'archétype proposé aux truands, à savoir l'utilisation des cartes qui ont le trait illicite. Et ça, notamment grâce au permanent marché clandestin, que l'on commentera dans la partie économie. Alors comme pour les vidéos précédentes, j'ai cherché les cartes qui ont le trait illicite, voilà. Les cartes qui mentionnent le trait illicite, je les ai triées dans l'ordre de parution et je les ai réparties en différentes catégories, ce qui sert à la gestion des ennemis, ce qui sert au gain d'indices, ce qui sert à l'économie, et puis dernière partie de la vidéo, on verra quel truand tire le plus avantage à utiliser cet archétype. Alors à noter que dans toutes les vidéos de ce cycle, donc dans les 5 vidéos consacrées aux archétypes, à chaque fois, par simplicité, je ne considère que les investigateurs de la classe, pas ceux qui ont la classe, là en l'occurrence truand, comme classe secondaire. Alors on va commencer par la gestion des ennemis, et j'ai listé le Loupara, le col de poche, la Thompson 45, le fusil à canoncier, étui pratique plus n'importe quelle arme à feu illicite, combat déloyal plus le 25 automatique, j'aurais dû préciser de niveau 2, déguisement, contrebande et ou recharge rapide, et pour finir, tueur à gage, en combinaison avec une arme à feu qui a le trait illicite. Donc voilà, les cartes qui ont le trait illicite et qui mentionnent le combat, les dégâts ou l'évasion. Donc là, alors je sais jamais s'il faut dire le Loupara, la Loupara, bon. Cycle de Carcosa. Un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, arme à feu et illicite, utilisation de munitions, jouer la Loupara, ah bah tiens j'ai ma réponse, jouer la Loupara ne provoque pas d'attaque d'opportunité, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 en force et infligez +1 dégâts pour cette attaque. Si la Loupara est entrée en jeu à ce tour, vous gagnez un +1 en force supplémentaire et infligez +1 dégâts supplémentaires pour cette attaque. Donc on a une arme à feu à une main qui n'a que 2 munitions. On ne se prend pas d'attaque d'opportunité quand on la joue, donc il n'y a pas besoin de la jouer tant qu'elle n'est pas nécessaire, on la joue au dernier moment, et justement, le fait de la jouer au dernier moment fait que vous allez pouvoir combattre 2 fois avec ces 2 munitions, à force +2, +1 et +1 pour faire 3 dégâts, dégâts du combat, le +1 et le +1 parce que vous venez de jouer la Loupara. Donc c'est une arme a priori, pour finir un ennemi. Donc j'ai dit 2 attaques, 3 dégâts pour chaque attaque, c'est-à-dire normalement 6, si vous réussissez vos 2 attaques. Une action pour la jouer, ou pas, comme on le verra tout à l'heure. 2 actions pour le combat, vous êtes un truand, vous avez peut-être encore une autre action, et la possibilité de faire une attaque avec autre chose. Donc, voilà, la Loupara, c'est l'arme qui peut vous servir à achever les ennemis qui ont 3 ou 4 points de vie par investigateur dans un duo. Le Colt de poche, alors, la version de niveau 0, c'est dans le cycle La civilisation oubliée. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, arme à feu et illicite. Utilisation 5 munitions. Action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 en force pour cette attaque. Cette attaque inflige +1 dégâts, forcez à la fin du round, défausser le Colt de poche. Et dans la boîte de renouveau, on a la version de niveau 2,
Le bonus en force est de +2 au lieu de +1, et on le défausse non pas à la fin du round pendant lequel on l'a joué, mais à la fin du round pendant lequel on a utilisé la première munition. Donc, d'une certaine manière, c'est l'anti-Loupara. Loupara, une action de son tour pour le jouer quand on sait qu'on en a besoin, 2 actions pour l'utiliser, et ensuite on n'a plus de munitions. Le Colt de poche de niveau 2, on le joue, il est là, et quand on doit combattre un ennemi, on va utiliser ces 3, 4 ou 5 actions de combat pour tirer en sachant qu'à la fin de ce round, il est défaussé. Donc il n'y a aucune raison d'économiser les munitions. De toute façon, une fois qu'on a commencé à utiliser les munitions, on a jusqu'à la fin du round pour les utiliser, et ce qu'on n'a pas utilisé est perdu vu que la carte sera défaussée. Alors la Thompson 45, là il y en a 3 versions, vu que c'est une des cartes bicolores du cycle Le Cercle Brisé. Donc là, la version de niveau 0, elle coûte 6, elle occupe les 2 emplacements de main. Trait objet arme à feu illicite, utilisation 5 munitions, action dépenser une munition combattre, vous gagnez plus en force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Donc dès le début de la campagne, vous avez une arme qui vous fournit un bonus de plus en force, un deuxième dégât, 5 munitions, donc ça peut être votre arme principale. Voilà, pour une arme de niveau 0, plus 2, plus 1, c'est déjà pas mal. Et la version de niveau 3 des truands, le même bonus en force, le même bonus en dégâts, mais si vous réussissez avec une différence d'au moins X, vous pouvez dépenser une autre munition pour infliger les dégâts de l'attaque à un autre ennemi dans le lieu. X étant la valeur de combat de cet ennemi. Donc vous allez attaquer l'ennemi qui est le plus facile à blesser. Je sais pas, mettons que dans votre lieu vous avez un ennemi qui est 2-2-2, un ennemi qui est 3-3-3. Vous attaquez l'ennemi qui est 2-2-2. Vous avez un bonus de plus 2 en force. Si vous réussissez l'attaque, vous lui infligez 2 dégâts, il est vaincu. Mais en plus, si vous réussissez l'attaque de 3, vous pouvez infliger les dégâts de l'attaque, c'est-à-dire 2 dégâts, à l'ennemi 3-3-3. Donc vous pouvez blesser 2 ennemis en une seule attaque. Au passage, oui, l'arme coûte une ressource de moins. Le fusil à canoncier du cycle Les Dévoreurs de Rêves, niveau 5, il coûte 3, il occupe un emplacement de main. Trait objet arme à feu illicite, utilisation de munitions. Action dépenser une munition combattre, au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec qui devrait infliger des dégâts à un autre investigateur, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point manquant, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. Alors que 2 munitions, donc on peut pas l'utiliser comme arme principale, enfin, à moins d'avoir vraiment beaucoup de recharge. Il occupe une seule main, ça tombe bien, c'est-à-dire que dans l'autre main, on peut avoir son arme principale, et il faudra se donner un gros bonus. Par exemple, si on joue relation influente et qu'on utilise des cartes illicites pour avoir plein de ressources, mais si grâce à son gros bonus on réussit largement, on peut infliger jusqu'à 6 dégâts par attaque, et donc avec 2 munitions, alors c'est vraiment le cas idéal, mais 2 munitions c'est potentiellement 12 dégâts en un seul round. Si vous avez une carte pour rajouter des munitions, 3 actions ça peut faire jusqu'à 18 dégâts. Comme vous êtes un truand, vous pouvez avoir 4 ou 5 actions de combat pendant votre tour, et si vous arrivez à vous donner ces gros bonus à chaque attaque, vous pouvez faire une quantité dingue de dégâts en un seul tour. Alors l'étui pratique, qu'est-ce que j'avais mis comme commentaire ?
étui pratique plus arme à feu illicite, oui. Donc l'étui pratique qui est dans le cycle précédent, carte biclassée gardien et truand. Niveau 4, coup de 4, ça occupe un emplacement de corps. Trait, objet, outil et illicite. Action rapide, choisissez un soutien arme à feu de votre zone de jeu qui occupe un seul emplacement de main. Attachez-le à l'étui pratique ou échangez-le avec le soutien attaché. Le soutien attaché n'occupe pas d'emplacement de main. Limite de 1 soutien attaché. Action rapide, inclinez l'étui pratique, effectuez une action combattre sur le soutien attaché sans payer son coût en action. Donc il va falloir combiner ça avec une arme à feu illicite qui n'occupe qu'un seul emplacement de main. Donc par exemple, pas la Beretta, pas la sulfateuse et pas la Thompson 45. Donc ça vous laisse encore pas mal d'options. Vous jouez l'étui pratique, vous lui attachez en action rapide une arme à feu, et maintenant, une fois par round, vu qu'il faut incliner l'étui pratique, vous pouvez combattre avec cette arme à feu sans dépenser d'action. Vous effectuez bien une action de combat, mais qui ne nécessite pas de dépenser une action. Et au passage, comme c'est une action rapide et qu'il n'y a pas marqué à quel moment le faire, vous pouvez le faire dans n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Donc du gain d'action, et ça peut servir notamment pour toutes les armes à feu illicites, enfin je dis illicite parce qu'on parle de l'archétype illicite, mais ça peut être une arme à feu pas du tout illicite, mais en tout cas voilà, vous avez une arme à feu, vous dites cette arme-là, elle me servira à la fin du scénario quand j'aurai les ennemis les plus coriaces, mais pour le moment elle me sert pas. Et ben, l'étui pratique vous la, entre guillemets, garde de côté. Je reviens aux exemples que j'ai donnés juste avant. Le colt de poche de niveau 2, j'ai dit une fois qu'on commence à tirer avec, on le défausse à la fin du round, et ben voilà, vous jouez l'étui pratique, vous jouez le colt de poche, vous attachez le colt de poche à l'étui pratique, il n'occupe plus d'emplacement de main. Maintenant vous jouez la Thompson 45, qui occupe vos 2 emplacements de main. Fin du scénario. Vous avez vos 3 actions, l'action rapide donnée par l'étui pratique, potentiellement une action encore en plus donnée par Léo De Luca, ou l'éventail noir, et voilà, vous faites vos 5 tirs. Alors, combat déloyal, ça c'est aussi... cette carte-là crée un archétype à elle seule, ce que moi j'appelle le combat par l'évasion, mais bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc un soutien de niveau 2 qui coûte 3, trait, talent, ruse et illicite, limite de 1 par investigateur. Tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc il y a 2 aspects à cette carte-là. La première chose, c'est quand vous échappez à un ennemi, alors petit point sémantique, comme il y a marqué après que vous avez échappé à un ennemi et pas après que vous avez échappé avec succès à un ennemi, il n'y a pas besoin que ça soit une évasion réussie grâce à un test. Ça peut être n'importe quel effet échapper automatiquement à un ennemi. Voilà. Donc vous échappez à un ennemi, peu importe comment, vous inclinez le combat déloyal et vous dites « j'ai le droit à une action combattre ». Donc en plus de vos 3 actions. Vous ignorez le mot-clé distant, donc si vous avez échappé à un ennemi distant, il est incliné et désengagé de vous, normalement vous devriez le réengager pour pouvoir l'attaquer, et ben là non. Pour cette attaque, spécifiquement celle-là, pas besoin de le réengager. Et ça se combine notamment... Ah oui voilà, donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, un bonus pour l'attaque, la discussion ou l'évasion contre un ennemi incliné. Et ça se combine très bien avec le 25 automatique, une arme du cycle d'Innsmouth. La version de niveau 0, elle coûte 4, elle occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, arme à feu et illicite, 4 munitions, action,
dépensez une munition combattre. Si l'ennemi attaqué est incliné, c'est le cas vu que vous venez de lui échapper, vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Du plus 2 plus 1 sur une carte de niveau 0, c'est très bien. Et puis on a aussi la version de niveau 2. Alors les changements, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est la réaction. Après que vous avez échappé un ennemi dans votre lieu, effectuez la capacité combattre ci-dessus sans dépenser d'action. Donc 25 automatique de niveau 2 et combat déloyal, quelque part vous avez 2 fois la réaction, mais rien qu'avec la version de niveau 0, vous avez une arme qui vous donne un bonus si vous combattez contre un ennemi incliné, et vous avez votre soutien qui vous dit, après que vous avez échappé un ennemi, et donc que vous l'avez incliné, vous pouvez combattre. Et je réfléchis... combat déloyal et le 25 automatique de niveau 2 ont tous les deux le déclencheur après que vous avez échappé un ennemi dans votre lieu. Oui. Donc, vous pouvez utiliser les 2 réactions pour la même évasion. Du coup, vous allez par exemple utiliser votre première action de votre tour pour échapper à l'ennemi. Encore une fois, que ça soit une tentative d'évasion ou un effet automatique, ok. Vous lui avez échappé, vous inclinez le combat déloyal. Vous effectuez votre action de combat. Une fois que vous avez résolu l'action de combat, j'en suis sûr à 99%, mais vous pouvez utiliser la réaction du 25 automatique de niveau 2 et dire, ben voilà, je viens d'échapper à un ennemi, je fais un combat. Donc vous avez fait 2 actions de combat en réaction. Deuxième action de votre tour, troisième action de combat, troisième action de votre tour, quatrième action de combat, et si vous avez du gain d'action, par exemple, l'étui pratique, cinquième action de combat, si vous avez Léo Deluca, sixième action de combat pendant votre tour. Le déguisement qui est dans cette boîte, un soutien de niveau 0 qui coûte 3, utilisation 4 provisions, action, dépenser une provision, échapper à, vous gagnez plus de en agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite et si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas durant la prochaine phase d'entretien. Voilà, donc ça vous aide à vous échapper à un ennemi, ça vous aide à échapper à un ennemi, et potentiellement c'est cette évasion relativement simple grâce au bonus qui déclenche le combat déloyal, qui vous fournit un bonus, qui s'additionne au bonus du 25 automatique, voilà. Contrebande. Ça vient du cycle de Dunwich, la version de niveau 0. Ça coûte 4. Trait ravitaillement et illicite. Alors pour rappel, ravitaillement, ça veut dire que c'est tutorable par le sac à dos. Choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Doublez le nombre de pions, munitions ou provisions sur ce soutien. Donc voilà, vous combattez avec des armes à feu illicites. Ces armes à feu ont des munitions. Avec contrebande, vous doublez le nombre. Alors contrebande, ça va moyennement aller avec la loupara et le colt de poche, ça va pas trop aller avec la loupara, parce qu'a priori vous jouez la loupara pour immédiatement attaquer un ennemi, et donc si vous jouez contrebande, vous prenez une attaque d'opportunité, mais ça peut vous servir pour vos autres armes. La version de niveau 2, elle coûte une ressource de moins, soit en double, soit on place 2 pions, et on pioche une carte. Donc si vous avez déjà utilisé toutes vos munitions, vous pouvez quand même en mettre 2, et piocher une carte. À noter que le gain de provision, ça peut être pour déguisement. Si vous doublez les provisions de déguisement avant de l'avoir utilisé une seule fois, c'est-à-dire que vous vous donnez le droit à 8 évasions. Et si vous échappez à des ennemis non élites, ils ne se redressent pas. Donc ça vous fait quand même beaucoup de rounds sans avoir à vous soucier d'un ennemi. Et l'alternative à contrebande, c'est recharge rapide. Ça vient du cycle Les Dévoreurs de Rêves, c'est un événement de niveau 2 qui coûte 3, très tactique et ruse.
Alors oui, c'est vrai, c'est pas une carte illicite, mais ça sert. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un soutien arme à feu que vous contrôlez ayant moins de pions munitions que sa valeur d'utilisation X. Placez des munitions sur ce soutien jusqu'à ce qu'il ait autant de munitions que sa valeur d'utilisation X. Ben voilà, le contrebande ça peut fournir plein de munitions, à condition qu'il en reste plein sur l'arme. Donc contrebande idéalement on veut jouer l'événement sur une arme qu'on n'a pas encore utilisée. Ben voilà, je vais prendre l'exemple du 25 automatique. Il a 4 munitions. Si vous jouez contrebande sur le 25 automatique, vous vous retrouvez avec 28. Vous vous retrouvez avec 8 munitions. Par contre, si vous tirez 3 fois avec le 25 automatique, il n'y a plus qu'une munition dessus. Contrebande, ça vous donnerait qu'une munition. Alors que recharge rapide, ça vous ramène à 4, donc ça peut vous en donner 3. Et pour finir, dans la partie combat, le tueur à gage, c'est un allié de niveau 3, qui coûte 4. 2 points de vie, 1 point de santé mentale, trait allié criminel. Réaction, après que le tueur à gage est entré en jeu, attachez-lui un soutien illicite de votre main. La carte est considérée comme étant en jeu sous votre contrôle. Action rapide, inclinez le tueur à gage et dépensez une ressource. Résolvez une capacité d'action du soutien attaché sans payer son coût en action. Résolvez cette capacité avec une valeur de compétence de base de 4. Donc, il entre en jeu, vous lui attachez un soutien illicite. Là, en l'occurrence, on va parler d'une arme à feu illicite, ou d'une arme de mêlée illicite. Point important, comme il n'y a pas marqué qu'elle n'occupe plus d'emplacement, elle occupe toujours son emplacement. Et en plus de l'utilisation normale de cette arme, vous pouvez, une fois par round, pour une ressource, l'utiliser en action rapide au lieu de l'utiliser en action. Donc vous ne payez pas d'action, mais c'est considéré comme une action de, encore une fois, de combat si on parle d'une arme. Voilà, du coup, quand on fait le calcul du nombre d'utilisations, vous avez du nombre d'actions combat par tour, vous avez vos 3 actions normales, le tueur à gage peut vous donner une action de combat, l'étui pratique, je crois que c'est, vous en donne une autre, plus votre gain d'action qui n'est pas limité aux actions de combat. Et à garder en tête pour tout à l'heure quand on parlera des différents investigateurs, cette action que vous faites en payant une ressource, vous la résolvez avec une compétence de base de 4. Donc si vous avez une valeur de combat inférieure à 4, le tueur à gage vous fournit aussi un boost de compétences. Voilà. Donc maintenant on va voir le gain d'indice, et j'ai noté 4 cartes, 4 combinaisons, outils de crochetage, trousse de cambrioleur, contrebande et tueur à gage plus outils de crochetage ou trousse de cambrioleur. Donc voilà, les cartes qui ont le trait illicite qui parlent d'enquête ou d'indice. Si ça veut bien. Voilà. La première, outil de crochetage. Alors, là j'ai mis la version de niveau 1 parce que je suis pas fan de la version de niveau 0. La version de niveau 1 est sortie dans la boîte de Carcosa. C'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, outil et illicite. Utilisation 3 provisions. Si cette carte n'a pas de provision, défaussez-la. Action, incliner les outils de crochetage, enquêter. Ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une provision des outils de crochetage. Donc vous enquêtez en additionnant 2 compétences, meilleure chance de réussite. Par contre, si vous ne réussissez pas assez largement, vous finissez par défausser la carte. Voilà. Et elle n'est utilisable qu'une fois par round. C'est dans cette boîte, la trousse de cambrioleur. La version de niveau 0, elle coûte 3, elle occupe un emplacement de main, elle a les traits objet, outil et illicite, utilisation 6 provisions, action dépenser une provision, enquêter. Vous avez le droit d'utiliser votre agilité au lieu de votre intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, gagnez une ressource.
La version de niveau 3, même coût, même nombre de provisions. Par contre, on a un +1 à la valeur de compétence que l'on a choisi. Et en cas de réussite, si on réussit de 2 ou plus, on a 2 ressources au lieu d'une. Donc déjà, voilà, c'est un outil d'enquête. Il n'y a pas de limite d'utilisation par round. On peut choisir sa meilleure compétence entre l'agilité et l'intelligence. Donc je dirais de tête que pour les truands, ça veut dire qu'on aura une valeur de base d'au moins 3. Si on utilise la version niveau 3, on a en plus de ça un +1. Donc on aura 4 plus les autres bonus. Et chaque enquête réussie fournit une, voire 2 ressources. Ce qui fait que cette carte-là est on va dire à l'intersection entre l'archétype illicite et l'archétype truand friqué. Vu que la carte peut générer les ressources qui contribuent à vous fournir un bon bonus avec relation influente, ce qui augmente vos chances de réussir et donc de gagner des ressources. Contrebande, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, ça permet de doubler les provisions. Outil de crochetage utilise des provisions. Trousse de cambrioleur utilise des provisions. Voilà. Lampe torche aussi utilise des provisions d'ailleurs. Et à noter, contrebande ça coûte 4 et ça double. Si vous doublez le nombre de provisions de la trousse de cambrioleur et que vous ne l'avez pas encore utilisé, vous avez gagné 6 provisions. Donc 6 enquêtes additionnelles. Si vous réussissez 4 de ces 6 enquêtes, vous remboursez la contrebande. Si vous le faites sur la trousse de cambrioleur de niveau 3, pour rembourser contrebande, vous avez besoin de réussir 4 enquêtes de 0 ou de 1, ou seulement 2 enquêtes de 2 ou plus. Et au-delà, c'est du gain. Donc imaginons que vous réussissez 3 enquêtes de 2, une enquête de 1, une enquête de 0 et que vous avez 2 échecs, ça vous fait 3 fois 2 ressources, plus une fois une ressource. Donc ça vous fait 7 ressources gagnées, alors que vous aviez dépensé 4 pour contrebande. Donc vous avez fait un bénéfice de 3. Et le tueur à gages, tout simplement, vous lui attachez outil de crochetage ou trousse de cambrioleur, et il vous permet d'avoir une valeur de compétence de base de 4. Alors pour outil de crochetage, comme c'est une enquête, la compétence en question, c'est votre intelligence. Je connais pas les stats par cœur, on vérifiera tout à l'heure si je me suis pas trompé, mais je crois que Winifred Abamok, elle doit avoir... non, elle a 3. Bon, imaginons, vous avez 2 en intelligence, grâce à l'homme de main, vous faites une enquête avec une valeur de 4. Et ensuite, vous rajoutez votre intelligence, qui a des chances d'être élevée, qui a des chances d'être assez élevée, et donc au lieu, mettons, de dire j'enquête à 2 plus 5, vous allez dire j'enquête à 4 plus 5. Et, au passage, comme c'est en action rapide, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le gain d'indice. Maintenant, l'économie. Que je m'y retrouve, voilà, l'économie. Donc j'ai regardé les cartes illicites qui mentionnent les ressources. J'ai noté cambriolage. La version de niveau 0, elle est dans la boîte de base. Elle coûte 1, sans soutien, trait talent illicite, action, incliné cambriolage enquêté. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, gagnez 3 ressources. La version de niveau 2 est dans le cycle Les Dévoreurs de Rêves. Et la différence, c'est que si on réussit, on gagne 2 ressources plus 1 par point de réussite, jusqu'à un maximum de plus 3. Donc la version de niveau 0, elle vous dit dépensez une action, faites un test que vous pouvez rater, mais si vous réussissez, vous avez gagné 3 ressources, comme si vous aviez joué une planque, à condition d'avoir réussi l'enquête. Le cambriolage de niveau 2,
il vous dit, vous devez dépenser une action et réussir une enquête, mais si vous la réussissez largement, potentiellement, en une action, vous avez 5 ressources. Encore une fois, potentiellement. Et je vérifie un truc, j'y avais pas pensé jusqu'à présent. Le tueur à gages attache un soutien illicite de votre main. Oui, on peut attacher cambriolage au tueur à gages pour enquêter avec une valeur de base de 4 et en action rapide, donc en s'affranchissant de l'action de cambriolage. Vol à la tire, la version de niveau 0, elle est dans la boîte de base, elle coûte 2, trait, c'est un soutien donc qui a trait talent illicite, réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez vol à la tire, piochez une carte. Donc de la pioche sous condition de réussir des évasions. Enfin pardon, non, pas de réussir. D'avoir échappé, même si c'est un effet automatique. Pioche, toujours intéressant. Et la version de niveau 2 qui était dans le cycle de Carcosa. La différence c'est que soit on pioche une carte, soit on gagne une ressource, mais si on réussit de 2, donc il faut avoir fait une tentative et réussi de 2, on peut piocher la carte et gagner la ressource. Donc dans un deck spécialisé en évasion, ou qui utilise cette fameuse technique de j'échappe à l'ennemi pour que ça soit plus simple de le combattre, en réaction, vous pouvez avoir une carte et une ressource, donc un bon gain en économie. Jour de paix, ça nous vient du cycle de la civilisation oubliée. Un événement qui a les traits illicite et condamné. C'est de niveau 1, ça coûte 0. Pardon, je buguais un petit peu sur les cycles. C'est vrai que moi, comme j'achetais tout au fur et à mesure, pendant longtemps j'avais l'habitude de raisonner en termes de boîte, puis pack. Bref, jour de paix, gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour, en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Si vous ne faites que 3 actions dans votre tour, et que vous jouez ça sur votre 3e action, ça vous fait le même gain en ressources qu'une planque. Mais comme on l'a vu, il y a un certain nombre de cartes qui vous donnent du gain d'action, notamment si vous combattez. Donc, vos 2 actions normales, l'action de combat fournie par l'étui pratique, l'action de combat fournie par l'homme de main, l'action de combat fournie par combat déloyal parce que vous avez échappé à un ennemi, l'action de combat fournie par le 25 automatique de niveau 2 parce que vous avez réussi une évasion. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Non, je pense que j'ai tout. Et enfin, votre 3e action pour jouer jour de paix. Encore une fois, il faut avoir ces cartes-là, mais vous montez à 7 actions pendant votre tour. Du coup, 7 ressources avec jour de paix. C'est extrêmement efficace comme gain de ressources dans les bonnes conditions. La trousse de cambrioleur, j'en parlais tout à l'heure. 6 provisions, donc 6 enquêtes. Chaque enquête peut vous faire gagner une ressource. Les 3 premières ressources remboursent la carte et les suivantes sont du bénéfice. Et ça combiné avec contrebande, vous avez dépensé 7 pour faire 12 enquêtes et potentiellement gagner 12 ressources. La version de niveau 3, on peut gagner les ressources 2 par 2. On peut également jouer contrebande dessus. Donc, 7 ressources pour avoir 12 tentatives et 12 enquêtes. Ça peut faire jusqu'à 24 ressources. Alors, faut pas y compter, parce que de temps en temps on échouera, de temps en temps on réussira de 0 ou de 1, mais c'est un gros potentiel de gain de ressources. Voilà ce que je disais juste avant, contrebande, et une carte qui pendant longtemps était regardée un peu avec dédain, qui nous vient du cycle La civilisation oubliée. Le receleur. Alors elle était regardée un petit peu avec dédain parce que justement, pendant longtemps il n'y avait pas énormément de cartes illicites, mais maintenant c'est le cas.
Receleur, soutien de niveau 1 qui coûte 3. Trait, relation et illicite. Réaction, quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur, la carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Donc cette carte-là vous permet de fournir rapide à une carte illicite une fois par tour. Du coup, vous économisez une action pour jouer cette carte. Et si vous économisez l'action pour jouer une carte, ça veut dire que vous gagnez cette action pour faire autre chose. Et pour les cartes illicites qui sont déjà rapides, vous économisez une ressource à la place. Voilà. Si vous faites un deck qui a le trait illicite, un deck plein de cartes qui ont le trait illicite, potentiellement cette carte-là, vous allez l'activer à chaque tour, et ça finit par faire un gros gain d'action et ou de ressources. Le fait que la carte gagne rapide, ça fait que la jouée ne provoque plus d'attaque d'opportunité, ce qui peut être pratique par exemple pour jouer contrebande de niveau 2 et mettre 2 pions provision sur déguisement. Voilà, sur déguisement. Si votre déguisement était épuisé, vous lui mettez 2 provisions dessus en action rapide, et vous dites, voilà, maintenant que je l'ai rechargé, action, je dépense une de ces 2 provisions et j'échappe à mon ennemi. Si contrebande n'était pas rapide, jouer la carte provoquerait une attaque d'opportunité. Même remarque d'ailleurs pour les soutiens armes. Vous êtes engagé avec un ennemi, vous n'avez aucune arme en jeu, vous inclinez receleur, vous dites je vais jouer en action, je vais donner, on va dire ça comme ça, je vais donner à Thompson 45 rapide, comme ça, jouer la carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité, maintenant j'ai une arme et je peux attaquer mon ennemi pour être plus efficace. Je vais prendre ça. C'est un événement de cette boîte, qui est de niveau 0, qui coûte 0, rapide, à jouer quand vous échappez avec succès un ennemi humanoïde, ou quand vous enquêtez avec succès. Alors encore une fois, rappel, le avec succès, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait eu un test. Jouez un soutien objet de votre main en réduisant son coût de X, X étant égal au nombre de points de réussite. Attaché, je vais prendre ça à ce soutien. Le soutien attaché gagne illicite. Donc, concrètement, cette carte-là, c'est une réaction. Cette carte-là est gratuite, en ressources et en action. Et elle peut permettre de jouer un soutien objet. Donc, c'est comme si le soutien avait gagné rapide. Encore une fois, pas d'action pour le jouer, pas d'attaque d'opportunité. Et si vous avez eu beaucoup de points de réussite pour cette évasion ou cette enquête, vous réduisez en plus le coût de l'objet. Donc gain d'action et gain de ressources. Mais il y a des conditions pour jouer la carte. Trésor détourné qui est dans cette boîte. Un soutien de niveau 0 qui coûte 0. Trait objet et illicite. Action rapide, inclinez le trésor détourné. Déplacez dessus jusqu'à 2 ressources de votre réserve de ressources, jusqu'à un maximum de 10 ressources sur lui. Forcez. Quand vous abandonnez ou que la partie se termine, pour chaque groupe de 2 ressources sur trésor détourné, un investigateur de votre choix débute le prochain scénario de la campagne avec une ressource supplémentaire dans sa réserve de ressources. Donc là, c'est un petit peu particulier pour une carte d'économie, parce que ça n'améliore pas votre économie sur ce scénario, mais ça vous permet de commencer le prochain scénario avec plus de ressources. Donc de commencer plus fort le prochain scénario. Par exemple, imaginons que vous faites un deck spécialisé en enquête. La trousse de cambrioleur, ça coûte 3. Contrebande, ça coûte 4. Donc la combinaison des deux, ça fait 7 pour vous donner 12 enquêtes. Au début d'un scénario, on n'a que 5 ressources.
Donc si vous arrivez pendant un scénario à placer 4 ressources sur trésor détourné, vous pouvez commencer le scénario suivant avec 7 ressources et donc jouer trousse de cambrioleur puis contrebande. Et si vous aviez mis 10 ressources dessus, vous commencez le scénario d'après avec 10 ressources et les 3 supplémentaires, ça va vous permettre peut-être de jouer, que je trouve un bon exemple, ça va vous permettre de jouer relation influente qui va, surtout si c'est la version de niveau 3, vous permettre de profiter des ressources gagnées par la trousse de cambrioleur pour avoir un bonus de plus en plus important à vos tests. Et pour finir, paradoxalement, la carte qui peut donner envie de jouer cet archétype, le marché clandestin, un soutien de niveau 2, mais qui coûte 4 XP vu qu'il est exceptionnel, trait relation et illicite, augmentez de 10 la taille de votre deck, réaction, avant de piocher votre main de départ, choisissez 10 cartes illicites dans votre deck, mélangez-les ensemble et placez-les à côté du marché clandestin. Elles constituent votre deck marché. Réaction, au début de votre tour, révélez les 2 cartes du dessus de votre deck marché. Vous avez le droit de dépenser une ressource pour piocher une de ces 2 cartes, placez là ou les cartes restantes sous le deck marché dans n'importe quel ordre. Donc, vous augmentez la taille de votre deck de 10, mais avant le début de la partie, vous allez mettre 10 cartes de côté, donc votre pioche aura la même taille qu'avant. Et à chaque tour, vu que vous révélez les 2 cartes du dessus de votre deck, et que vous avez accès à une, ça veut dire que vous allez prendre dans votre deck les 10 meilleures cartes illicites, les mettre donc dans ce fameux mini deck marché, et vous savez qu'au début du 5e tour, vous aurez fait le tour de vos 10 cartes illicites. Donc il n'y a pas besoin d'attendre potentiellement le 15e tour, le 15e round pour piocher la dernière carte de votre deck et avoir la carte illicite que vous attendiez. Au plus tard, ça sera le 5e tour. Et à condition de payer une ressource, vous pouvez à chaque tour piocher une carte. Donc, pour le coût modique d'une ressource, vous doublez la pioche. Vous avez la carte piochée pendant la phase d'entretien et la carte piochée pour une ressource au début de votre tour. Alors, il faudra à chaque fois faire un choix entre les 2 cartes. Ça, faut faire des choix dans le jeu. Et de toute façon, les cartes qui ne sont pas sélectionnées, elles retournent sous ce deck marché, qui n'est pas mélangé. Donc, si à chaque tour vous prenez cette décision de dépenser une ressource pour prendre la carte, au plus tard, 10e tour, vous avez récupéré en main les 10 cartes de votre deck illicite. Et même si la 2e fois que vous avez eu l'opportunité de prendre une carte, vous ne l'avez pas prise, elle continue à retourner dans votre deck marché clandestin. Donc vous combinez l'accession plus rapide aux cartes et la pioche plus importante. Il vous faudra simplement un moteur de ressources, mais tout simplement vous pouvez dépenser la ressource de votre phase d'entretien précédente ou la ressource fournie par la trousse de cambrioleur, voilà, j'avais un bug, ou une ressource fournie par jour de paix, ou le fait que vous avez épargné une ressource avec receleur. Bon, il y a plein d'options. À noter d'ailleurs que cette carte illicite que vous piochez au début de votre tour, par définition, c'est une carte illicite. Donc vous pouvez utiliser le receleur pour la rendre rapide. Du coup, sans dépenser d'action, mais en payant une ressource, vous avez pioché cette carte et vous l'avez jouée.
Voilà. Donc maintenant, les investigateurs de choix. Alors là, vous voyez que pour le coup, il y en a que 3 que j'ai trouvé. Finn, le premier. Donc, que 3. Le premier, c'est Finn, en raison de ses cartes signature et de son accès à la Thompson 45 de niveau 3, version gardien, et également de la possibilité de tutorer contrebande. Finn, il a donc comme carte signature produit de contrebande et le fidèle 38 de Finn. Produit de contrebande, c'est un événement qui coûte 0, trait ravitaillement et illicite. Alors encore une fois, ravitaillement, c'est-à-dire que c'est tutorable avec le sac à dos. À jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemis redressés dans votre lieu. Cherchez une carte illicite, soit dans votre pile de défausse, soit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, et piochez-la. Si vous avez cherché dans votre deck, mélangez produit de contrebande dans votre deck. Donc, vous faites un deck illicite et on vous fournit une carte qui tutore les cartes qui ont le trait illicite. Par contre, un truc auquel il faut songer, Marché clandestin vous incite à ne pas mettre les cartes illicites dans votre deck ordinaire et de les mettre à la place dans le deck marché. Mais si vous avez un deck avec plus de 10 cartes qui ont le trait illicite, eh bien, ces cartes-là vont aller de toute façon dans votre pioche. Donc si vous faites un deck vraiment plein de cartes illicites, vous aurez des cartes illicites dans votre pioche. Et produit de contrebande pourra les tutorer. À noter, la carte est gratuite. Vous pouvez utiliser... C'est un truc que je faisais déjà avant la sortie de ce cycle. Vous utilisez receleur, vous donnez rapide à produit de contrebande. Donc maintenant la carte ne coûte pas de ressources, ne coûte pas d'action, et vous la jouez, vous dites je cherche parmi les 9 cartes du dessus de mon deck une carte qui a le trait illicite, et que je trouve ou pas, je remélange produit de contrebande dans mon deck. Produit de contrebande que je peux tutorer avec le sac à dos, et une fois que je pourrais rejouer produit de contrebande, je le rejouerai pour retutorer. Donc un unique événement peut vous permettre de tutorer plein de cartes. Et je mentionne notamment contrebande. Comme contrebande a le trait ravitaillement, ça se tutore avec le sac à dos. Donc moi personnellement, si je fais un deck illicite qui a plus de 10 cartes qui ont le trait illicite, je vais tenter de laisser contrebande dans ma pioche, dans mon deck normal. Parce que je sais que au moment où je jouerai le sac à dos, ça me fera une cible de plus. Donc, mettons que dans mon deck Finn Edwards, j'ai 13 cartes qui ont le trait illicite, il y en a 10 qui seront dans mon deck marché, et dans mon deck normal, j'aurai 2 copies de contrebande et une copie de produit de contrebande, dont l'utilité sera de tutorer contrebande. Et une fois que j'aurai à remélanger ma défausse pour en refaire une pioche, là, a priori, je remélangerai dans ma pioche les 2 copies de contrebande, potentiellement un pistolet qui est parti à la défausse quand j'ai joué un autre pistolet, potentiellement des cartes qui ont le trait illicite qui ont été attribuées à des tests de compétences, et produit de contrebande se retrouvera avec plus de cibles à tutorer dans la pioche. Alors là, on peut noter aussi l'autre carte signature, le pistolet, qui donne plus de en force pour l'attaque, automatiquement, mais qui donne également plus un dégât si l'ennemi n'est pas engagé avec nous. Par exemple, si on lui a échappé avec déguisement. Et du coup, le 38 de Finn rappelle un petit peu le 25 automatique. Voilà. Et si vous jouez un deck illicite de combat avec cette idée combat par l'évasion,
Vous utilisez déguisement pour échapper à l'ennemi. Rappel, Finn Edwards a une action bonus pour l'évasion. Donc il utilise son action bonus pour échapper, avec déguisement. Il y arrive, il incline combat déloyal. Il attaque avec son 38, plus d'un en force, plus un dégât. Et il n'a utilisé encore aucune de ses 3 actions standards. Enquêteur suivant, Tony Morgan. Et là j'ai mis, ces cartes signatures incitent à jouer un deck friqué. Alors Tony Morgan, j'aurais dû mettre un truc plus clair, mais Tony Morgan, il est bon en combat, et il y a des cartes illicites qui aident bien au combat. Il est incité à jouer un deck friqué, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de cartes de l'archétype qui aident à gagner des ressources. Et donc si vous combinez tout ça, vous avez un deck de ce genre-là. Ah oui, tiens, j'ai pas mentionné le Mauser C96 pour le combat. Donc voilà, deck Tony Morgan, deck illicite. Eh bien, Contrebande va doubler les munitions, soit du Mauser, qui fait gagner des ressources si on gagne largement ses combats, soit des 38 de Tony, qui donne des primes si on achève un ennemi en combattant avec les 38. Les primes, chaque fois qu'on tue un ennemi qui a des primes, on gagne autant de ressources qu'il avait de primes. Ça alimente le stock de ressources, donc ça donne un bon bonus avec relation influente. Voilà, donc c'est pas Tony Morgan, c'est un investigateur qui peut très bien faire sans on va dire ce module illicite, mais tant qu'à faire, vu que ça lui fournit du gain de ressources, du gain d'action, des munitions, ça le rend encore meilleur. Et pour finir, Trish Scarborough, j'ai mis que ça... Alors ça sera surtout dans un deck combattant, parce qu'elle a sa capacité à échapper automatiquement à un ennemi, qui peut déclencher le combat du combat déloyal et du 25 automatique. Donc voilà, Trish Scarborough, réaction, après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Donc vous utilisez n'importe quel effet qui vous permet de gagner un indice sans déclencher une attaque d'opportunité. Vous utilisez votre action pour échapper à cet ennemi. Du coup, vous avez échappé à un ennemi, vous inclinez combat déloyal, vous effectuez une action de combat. Cette action de combat, vous avez un +2. Tant qu'à faire, donc vous avez un +2. Vous allez attaquer typiquement au 25 automatique de niveau 2. Vos 2 de force de base, le bonus de +2 du 25 automatique, le bonus de +2 de combat déloyal, vous attaquez avec une valeur de compétence de 6. Probablement 7 grâce au bonus d'Elila Rourke. Voilà. Ensuite, la réaction du 25 automatique de niveau 2. Eh bien, même chose, 2 de base, +2 du 25, +2 de combat déloyal. Et voilà. Alors, le truc, c'est qu'il faudra avoir cet effet qui vous donne un indice sans vous faire attaquer par l'ennemi. Et par contre, comme elle a seulement une force de 2, peut-être qu'elle aura particulièrement intérêt à utiliser le tueur à gage pour que une fois par round, son attaque avec le 25 automatique, elle le fasse avec 4 de valeur de base. Donc 4, le bonus de 2 de l'arme, le bonus de 2 de combat déloyal. Bon, ça fait quand même une attaque avec une valeur de compétence de 8. C'est énorme. Surtout vu d'où elle part. En gain d'indice, en enquêtrice, pourquoi pas, mais elle en a pas besoin. Bon ben voilà. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet archétype. Encore une fois, n'hésitez pas
à laisser des commentaires, à demander des vidéos sur d'autres archétypes pas forcément liés à cette boîte. Demain, on voit les mystiques et leur utilisation des fatalités. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.